Notre image du jour, ce sont les filles du foot qui obtiennent leur qualification pour les quarts grâce à leur victoire 2-1 face à la Pologne. Vendredi 10 août, deuxième épisode de 10 minutes chrono, on est toujours à Bangkok. Et l'Universiade a enfin pris son départ avec le début des compétitions. Alors les Français étaient engagés un peu partout pour ce premier jour. Mais la grosse info nous vient du foot, c'est avec les filles donc qui obtiennent leur qualification. Face à la Pologne, victoire 2-1 et pourtant ça a été difficile. En première mi-temps, les Françaises sont largement dominées et pourtant c'est Claire Morel qui va ouvrir le score. Deuxième mi-temps, alors que les Bleus commencent à reprendre le contrôle, elles se font égaliser, un partout. Et c'est finalement la capitaine Élise Bussaglia qui vient offrir la victoire. Et de quelle manière? Du coup, la qualif est en poche. Même en faisant égaliser un quart d'heure à la fin, de remarquer un but pour gagner ce match qui est important parce que bon, avec 6 points, on est bien placé quoi. On est à présent dans la tribune de l'un des stades de foot de Bangkok et je suis en compagnie d'Élise Bussaglia, la capitaine de l'équipe de France féminine de foot. Salut Élise, merci d'être avec nous. Salut. Alors, donc voilà, on a vu dans le sujet, deuxième match, deuxième victoire. Victoire 2-1 contre la Pologne, 2 matchs, 6 points. Je pense que pour l'instant, c'est que du positif. Oui, pour l'instant, c'est positif. L'objectif est atteint. On a 6 points au bout de 2 matchs. On ne connaît pas encore l'autre résultat, mais j'espère que ça va nous permettre de nous qualifier directement. Comme ça, au 3e match, on n'a plus qu'à jouer, entre guillemets, la première ou la 2e place pour terminer les phases de poule. Et alors toi, explique-nous un peu, là, tu nous fais 2 matchs. Premier match, avant-hier, tu nous mets un but de fou. Deuxième match, aujourd'hui, tu nous mets un but de fou. C'est quoi? C'est un pari avec les copines? Tu frappes qu'en dehors de la surface? Non, c'est pas ça. Le premier, avant-hier, c'était plutôt quand même de la réussite parce que bon, à la base, je veux centrer et ça va au fond dans la lucarne opposée. Donc j'ai quand même pas mal de chance. Et aujourd'hui, je me suis pas posé de questions. Le ballon, il ressort sur un corner. Je contrôle, je frappe. Toutes les Polonaises sortaient sur moi, donc j'avais qu'une chose à faire, c'était essayer d'allumer. Donc voilà, c'est rentré, tant mieux pour moi et tant mieux pour l'équipe surtout parce qu'à 1-1, on n'était pas très bien quoi. C'est ta première universiade? C'est ma première. Ouais. Alors explique-moi un peu ce que tu ressens, le fait d'être ici dans cette universiade, ça représente quoi pour toi? C'est toujours un maillot bleu, donc c'est toujours représenter l'équipe de France. Maintenant, c'est vrai que c'est différent, c'est un autre contexte parce qu'il y a d'autres disciplines. C'est intéressant, surtout que j'ai fait des études en STAPS, donc on est tout le temps mélangé à d'autres sports et pour ma part, je sais que ça me plaît. Alors Élise, toi, tu as la particularité de compter une 50aine de sélections en équipe de France A. Est-ce que justement cette expérience dans le milieu fédéral peut te servir pour ces universiades ou est-ce que c'est quelque chose de complètement différent, le sport universitaire? Ah si, de toute façon, ça me sert, c'est le même sport. Donc après, ça me sert au niveau des coéquipières et ça me sert aussi par rapport à l'arbitre, puis tout simplement dans le jeu, pour maîtriser les temps de jeu, tout ça. C'est vrai que quand on a plus de sélections, tout ça, on a un peu plus l'habitude. Alors en plus du foot, bien sûr, toi tu es étudiante, donc, puisque tu es ici, donc tu m'as dit que tu étais en licence de STAPS. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de combiner des études et de la pratique d'un sport à haut niveau? Ouais, c'est difficile. Moi, là, donc j'ai passé cette année ma licence STAPS, éducation motricité, et l'année prochaine, je vais préparer le concours de professeur des écoles. Et c'est vrai que quand on a la journée de cours et le soir, on doit aller à l'entraînement vers 19h30, si on n'a pas une bonne hygiène de vie et si on n'a pas un bon rythme pour bien récupérer, c'est impossible. Donc obligatoirement, on n'a pas la même vie entre guillemets que les autres personnes. Mais après, c'est aussi un choix. Donc c'est difficile d'allier les deux. Il faut beaucoup d'organisation et beaucoup de volonté. Maintenant, on le fait, c'est pas non plus impossible, quoi. Bon Élise, maintenant entre nous, là, le coach est pas là, tu peux nous le dire, l'ambiance dans la vie d'un groupe, ça ressemble à quoi ici, l'équipe de France tous les jours? Le groupe vit bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres sports qui sont avec nous, hébergés dans le même lieu. C'est vrai qu'on commence à discuter avec d'autres athlètes et c'est toujours intéressant de voir d'autres sports et d'autres personnes. Maintenant, on sait pourquoi aussi on est venu. Le sélectionneur qui est là, c'est le sélectionneur de l'équipe de France A aussi, féminine. Donc on sait qu'il y a des places à gagner et il y a des choses à montrer. On vient pour avoir une médaille, on le sait, donc on reste quand même sérieuse, même si à côté, c'est vrai qu'il y a tout un événement auquel obligatoirement on est présent. Et hop, je suis de retour dans nos superbes studios à Bangkok, avec les principaux autres résultats des Français pour cette première journée. Alors le badminton masculin s'impose facilement 5-0 face à l'Afrique du Sud. Les filles jouent ce vendredi face au pays hôte, la Thaïlande, gros match donc en prévision. Côté athlète, mauvaise journée pour les Bleus avec notamment le relais 4x100 féminin qui tombe et qui reste donc bloqué en série. Enfin, les volleyeurs ont perdu leur premier match, c'était face à l'Ukraine, 3-7-1.
Autre gros tournoi à débuter ce jeudi, c'est celui de la natation. On va faire un petit détour du côté de la piscine pour faire un point sur la journée des Français. Ce qui est bien en natation, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. On parle bien sûr des différents types de nage et dès jeudi pour le premier jour, ils étaient 5 Français plus un relais à disputer une finale. Premier à rentrer en jeu, c'est lui, Christophe Lebon. Il vient d'Antibes et il est champion de France 2006 sur 200 mètres papillon. Ça tombe bien, c'est justement la finale B du 200 mètres papillon qu'il dispute. Une petite finale qui se déroule plutôt bien. Et à la clé, une 3e place et un record de France universitaire. Ouais, un petit peu dur, physiquement un petit peu dur. Oh, c'est bien, j'ai tenté. J'ai voulu gagner cette finale B, donc j'avais pas le choix de partir. Ça n'a pas trop tenu, mais bon. C'est une belle course et j'ai rien à regretter, je suis content. Les nages s'enchaînent, direction la finale B du 50 mètres brasse et Sophie de Ronqui finit 3e, record de France universitaire pour elle aussi, malgré quelques petits soucis. J'ai essayé la nouvelle combinaison speedo en brasse et je la conseille pas. Mais l'Universiade, c'est pas seulement des beaux sourires, c'est aussi des déceptions. Et c'est le cas de Romain Maire. Engagé en petite finale du 200 mètres d'eau, il veut la gagner. Mais avec 2 minutes 2 secondes et 36 centièmes, il finit seulement 5e. Dur. On n'en saura pas plus. Le contraste est saisissant, mais le sourire, elles l'ont. On est motivés. Non, on a hâte de nager, on est bien excités là pour faire un petit truc, voilà. Engagées dans la finale du 4 x 100 mètres nage libre, Mylène, Alexandra, Amandine et Coralie visent une médaille et leur bonne humeur est bien communicative. Relais après relais, les filles commencent pourtant à accumuler du retard et au final, elles prennent la 5e place en 3 minutes 44 secondes 81. Là aussi, record de France universitaire et vraiment rien n'entame leur bonne humeur. Super, un niveau super élevé. Bon, on s'y attendait, c'était la bagarre jusqu'au bout. On a amélioré notre temps par rapport à ce matin, donc c'est que du bonus, quoi. Allez, on va s'écarter un peu du sport pour vous expliquer à quoi peut ressembler la vie sur ce beau village des athlètes ici à Bangkok. Alors qui dit Universiade dit grand village, et qui dit grand village dit un bon paquet de beaux bébés à nourrir. L'enquête dans les cuisines avec Senami Atropos. Nous voici arrivés au réfectoire. La cantine, c'est environ 30 000 repas par jour, un climatiseur un peu trop actif et des petits plats chauds qui vous font reléguer la balance au rebut. Nous pénétrons d'abord l'antre du chef, la cuisine. Le cuistot, qui est hors au service de la Thai Airways, nous explique solennellement le travail fourni par sa termitière de marmitons. 90 cuisiniers de métier et quelques personnes formées en 2 mois pour l'occasion. Mais le moment le plus important, celui où vous découvrez ce que vous mangez chaque jour. Rassurez-vous, selon le chef, nos estomacs n'ingèrent que le haut de gamme. Produits naturels issus du Royal Project, une exploitation biologique au nord de la Thaïlande et autres denrées fournies par, je vous le donne en mille, la Thai Airways bien sûr. Le petit plus, nous servons une nourriture variée et internationale puisque selon le jour et le moment de la journée, vous goûterez aux délices d'Asie, aux saveurs des Indes, aux spécialités occidentales et ce, en conformité avec les traditions et cultes de chacun. Une petite attention aux 150 étudiants d'école hôtelière triés sur le volet. Ces quasi-bénévoles s'agitent pour nous satisfaire, nous accueillir dans les meilleures conditions, avec sourire et serviabilité en prime. C'est un honneur et une joie pour moi de travailler sur cet événement. Cela permet de rencontrer de nombreuses personnes de pays différents. C'est vraiment une chance pour la Thaïlande. Rendez-vous à table et bon appétit bien sûr. 10 minutes chrono, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors on revient bien sûr demain avec, attention, une vice-championne olympique dans ce journal. Et oui, c'est qu'on a des moyens ici. Allez, ciao ciao.